Mon père a changé son testament en secret, léguant la maison que j'avais rénovée à mon frère, qui n'y a jamais touché un outil. Je l'ai appris 1 an plus tard, lors d'un repas. Et ce n'était que le début. Je m'appelle Mathieu Leroux. J'ai 35 ans, je suis charpentier à Lyon. Et pendant longtemps j'ai cru que travailler dur suffisait à être vu. C'est un samedi matin de novembre, sur la 89 direction Lyon, que cette histoire commence vraiment, ou plutôt que je commence à la comprendre. Les mains posées sur le volant. Encore un peu raide à cause du froid breton que je venais de quitter. J'avais la radio de France Inter en sourdine et un thermos de café froid calé entre le siège et la portière. J'avais passé le week-end à vernir les planchers du couloir d'entrée. Dernier chantier avant que la maison soit vraiment finie. 5 ans de week-end et de petites vacances d'été à retaper cette longère en pierre à 20 km de Rennes. Avec l'aide de mon patron les premières années, et de mon ami Sébastien pour le gros œuvre. La charpente en châtaignier que j'avais démontée poutre par poutre et remontée en 2 semaines. La toiture en ardoise. La cuisine ouverte. Les fenêtres à petits carreaux que j'avais commandées sur mesure parce que mon père y tenait. Ce couloir d'entrée avec ses lattes de chêne que j'avais poncé sous la pluie un dimanche d'octobre. Sébastien qui me regardait depuis la porte avec un café et l'air de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on fait ça. Je vivais à Lyon dans un 2 pièces au 2e étage d'un immeuble du 7e arrondissement, à 10 minutes de vélo de mon atelier. Le carrelage de la salle de bain était encore celui d'avant, les outils débordaient sur le balcon, et la table de cuisine servait aussi de bureau. J'y étais bien, dans cet appartement. Mais la maison bretonne, c'était autre chose. C'était le lieu où j'avais appris à lire le bois. À sentir une charpente qui tient ou qui rend l'âme. C'était la maison de mes parents, oui, mais elle était aussi devenue la mienne, d'une façon que personne n'avait jamais formulée. Et que je n'avais jamais eu besoin d'entendre formuler. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis le fils aîné. Ça voulait dire quelque chose, avant. Ou du moins, je le croyais. Mon père, René, a 67 ans. Il est à la retraite depuis 4 ans. Ancien technicien dans une entreprise de traitement des eaux à Rennes. Un homme qui répare les choses plutôt qu'il n'en parle, qui serre la main plutôt qu'il n'embrasse. Qui considère que le silence est une forme de respect. Ma mère, Isabelle, 64 ans. A toujours géré la maison et les enfants avec ce talent particulier pour rendre tout le monde heureux en surface sans jamais vraiment résoudre quoi que ce soit. Et puis il y a Clément, mon frère, 31 ans, commercial B2B à Paris, beau parleur, toujours bien habillé. Le genre de type qui sait exactement ce qu'il dit avant de le dire. Et qui fait en sorte que vous ne vous en rendiez pas compte. C'est Clément qui est au centre de tout ce qui va suivre. Ce samedi de novembre-là, sur l'autoroute, je rentrais seul. Sophie, ma compagne depuis 4 ans, travaillait en 3x8 à l'hôpital Édouard Herriot. Infirmière, épuisée en permanence, lucide surtout. Elle m'avait rejoint le week-end précédent mais n'avait pas pu cette fois. J'avais l'habitude de ces trajets seuls, 5 heures de route. La Bretagne qui s'éloigne dans le rétroviseur, les plaines de l'Allier qui défilent. Et moi qui refaisais mentalement la liste de ce qui restait à finir. Là, pour la première fois depuis longtemps, la liste était vide. La maison était finie. Vraiment finie. Je n'avais aucune raison de me méfier de quoi que ce soit, ce matin-là. 15 jours plus tôt, il y avait eu le repas d'anniversaire de mon père. Ses 67 ans, un dimanche de fin octobre, dans la maison bretonne. Galette de blé noir que ma mère ne fait qu'une fois par an, cidre brut, la table rallongée avec les 2 plateaux du salon. On était 7, René et Isabelle, Clément avec sa compagne Nadia, une femme de son âge, souriante. Qui ne disait pas grand-chose, et Olivier, mon cousin du côté maternel, qui avait fait le trajet depuis Vannes. Olivier, 38 ans, notaire à Vannes, un type posé. Un peu formel dans le boulot mais détendu en famille, avec qui j'avais toujours bien accroché. Le repas s'était passé comme tous les repas de famille, Clément avait monopolisé la conversation. Anecdote de son boulot à Paris, un voyage à Lisbonne avec Nadia prévu pour Noël. Des projections sur l'avenir avec l'enthousiasme contagieux qu'il avait depuis toujours. Mon père souriait, ma mère resservait tout le monde. Olivier et moi on avait bu un verre de trop et parlé de la maison. J'avais dit que le couloir me restait.
Olivier avait dit que c'était impressionnant ce que j'avais fait du bâtiment. C'est à ce moment-là qu'Olivier avait glissé quelque chose. Une remarque au détour d'une conversation sur un client à lui. Une famille qui se déchirait autour d'une succession compliquée. Il avait dit, en trempant son pain dans la sauce, les testaments à clause de partage inégale. C'est souvent ce qui crée le plus de dégâts dans les familles. Les gens croient que ça simplifie, en fait ça cristallise tous les ressentiments. Une remarque de notaire, le genre de choses qu'il devait dire à ses collègues ou à sa femme. Sans vraiment penser à ce que ça impliquait dans ce contexte précis. J'avais acquiescé vaguement. Mon père avait regardé ses galettes. Ma mère avait eu un geste discret, pas tout à fait un regard vers Clément, pas tout à fait un regard ailleurs. Un mouvement de tête minuscule, une façon de reposer sa fourchette. Je n'y avais pas prêté attention. Clément avait enchaîné sur autre chose. Nadia avait posé une question sur Van. On était passé à autre chose. Sur la route du retour, ce samedi de novembre, j'avais Sophie au téléphone via le Bluetooth de la voiture. On avait parlé de son service de la veille, d'une collègue qui l'avait agacé. Du fait qu'on allait enfin pouvoir faire notre pizza du vendredi le week-end suivant. Et puis elle avait dit, la phrase d'Olivier, au repas d'anniversaire. Elle ne t'a pas semblé bizarre? J'avais froncé les sourcils dans le vide. Quelle phrase? Les testaments à clause de partage inégale. Il a dit ça juste après que tu avais parlé de la maison. Il parlait d'un client. Peut-être. Un silence. Mais ton père a eu une réaction bizarre quand il a dit ça. Et ta mère aussi. J'avais dit que je n'avais pas remarqué. Et c'était vrai, je n'avais pas remarqué. Ou plutôt. J'avais vu quelque chose mais je l'avais rangé dans la catégorie des choses qu'on ne regarde pas de trop près parce que regarder de trop près. Dans ma famille, ça n'avait jamais mené à rien de bon. Sophie n'avait pas insisté. Elle n'insistait jamais directement. Elle posait la question et elle attendait que tu fasses le chemin toi-même. J'avais refait le repas dans ma tête pendant les 2 heures de route qui restaient. La remarque d'Olivier. La façon dont mon père avait baissé les yeux. Le geste de ma mère avec sa fourchette. Et Clément qui avait changé de sujet avec cette fluidité qui lui était naturelle mais qui, dans ce souvenir recomposé, prenait une autre texture. Quelque chose s'était contracté dans ma poitrine. Pas encore de la peur. Plutôt l'inconfort de quelqu'un qui réalise qu'il a peut-être mal lu une situation. Et qui n'a pas encore envie de savoir à quel point. J'avais attendu le lundi. Dans l'atelier, entre un client de 8 heures et un autre de 10 heures, j'avais appelé Olivier depuis ma cour intérieure. L'odeur de colle vinylique et de sueur fraîche. La radio qui grésillait à l'intérieur. Mon apprenti qui ponçait quelque chose en chantonnant. Olivier avait décroché à la 2e sonnerie. Mathieu. Tout va bien? Oui. Je voulais te demander quelque chose. J'avais cherché comment formuler ça sans avoir l'air d'accuser quelqu'un de quelque chose. Ta phrase au repas. Sur les testaments. C'était un cas général où tu pensais à quelqu'un en particulier? Silence. Olivier. Mathieu, écoute. Sa voix avait changé. Pas méchante, juste gênée. Ce n'est pas moi qui devrais te dire ça. Ce n'est vraiment pas ma place. Dis-moi quand même. Un autre silence. Plus long. J'ai appris par un collègue. Très indirectement. Ton père a fait modifier son testament l'année dernière. Chez un notaire à Rennes. Pas chez moi. Je ne sais pas dans le détail, mais ce que j'ai compris. Il s'était arrêté. La maison de Bretagne va à Clément. Entièrement. Le bruit de la cour avait continué autour de moi, un pigeon sur le toit de l'atelier. La ponceuse en fond, un camion qui passait dans la rue. Tout ça existait encore, normalement. Et moi. C'est ce que j'ai compris, oui. Je suis vraiment désolé. Mathieu. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais je n'arrivais pas à. Non. Tu as bien fait. Ma voix était sortie plus calme que je ne l'aurais cru. Merci. J'avais raccroché et j'étais resté dans la cour un moment,
les mains dans les poches de ma veste de travail. Le ciel était bas. Les platanes du bout de la rue avaient perdu leurs feuilles. J'avais pensé à la charpente en châtaignier. Aux ardoises que j'avais posées une par une un week-end de juillet sous une chaleur insupportable. À mon père qui n'était venu voir l'avancement des travaux que 2 fois en 5 ans. 2 fois. Le soir même, j'avais appelé ma mère. Elle avait décroché à la 3e sonnerie. Avec cette façon qu'elle avait d'adopter un ton légèrement pressé quand elle savait que la conversation allait dans une direction qu'elle ne voulait pas prendre. Mathieu. Tout va bien? Ça va. Maman, j'ai besoin de te parler d'un truc. Un silence d'1 seconde. Trop court pour être naturel. Ce n'est pas le moment, là. Ton père est fatigué, on finit le dîner. C'est 2 minutes. On ne peut pas le faire autrement? Appelle demain. Maman. Mathieu, vraiment, ce n'est pas. Et elle avait raccroché. Doucement. Pas en raccrochant avec colère. Mais en raccrochant comme on ferme doucement une porte dont on sait que quelque chose de difficile se trouve de l'autre côté. J'avais rappelé mon père. Messagerie directe. J'avais laissé un message. Je m'en souviens mot pour mot parce que je l'avais préparé mentalement pendant le trajet en tram pour rentrer chez moi, papa. C'est Mathieu. J'ai appris des choses sur le testament. J'aurais voulu qu'on en parle directement, toi et moi. Rappelle-moi quand tu peux. Voilà. Rien d'accusatoire. Juste les faits. Je savais que si je disais quoi que ce soit de plus, il trouverait le moyen de ne pas rappeler du tout. Il n'avait pas rappelé ce soir-là. Ni le lendemain. J'avais dîné seul devant la fenêtre du salon, les yeux sur les immeubles d'en face. Sophie rentrait à minuit. Le groupe WhatsApp familial, Famille Leroux Maison avec Jardin, avait émis 3 notifications dans la soirée. Je l'avais en sourdine depuis septembre. Après que Clément avait posté une série de photos de sa soirée d'anniversaire à Paris en demandant les avis sur son nouvel appartement. Je n'avais pas ouvert les messages ce soir-là non plus. Il y avait cette phrase que je continuais à tourner dans ma tête, sans pouvoir la poser nulle part, pourquoi Clément voudrait-il la maison? Lui qui partait à Lisbonne pour Noël. Lui qui ne mettait jamais les pieds en Bretagne sauf pour les réunions de famille obligatoires. Lui qui avait toujours dit que la campagne bretonne, c'était bien pour y naître mais pas pour y vivre. Je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. C'est Sophie qui l'avait trouvée. Elle était rentrée tard ce soir-là, après minuit, avec ses yeux de fin de service. Pas triste, juste vidée. La façon qu'elle avait de se déplacer dans l'appartement comme si elle économisait chaque geste. Elle s'était fait une tisane, m'avait embrassé dans le cou, et on avait parlé à voix basse de ce que j'avais appris. Elle avait écouté sans m'interrompre, les 2 mains autour de sa tasse. Quelques jours plus tard, un mercredi soir, elle revenait d'une longue journée, on avait mangé des restes sans vraiment parler. Elle était allée s'allonger sur le canapé avec son téléphone. Je rangeais la cuisine. Et puis j'avais entendu sa voix, pas élevée, presque posée, viens voir ça. Je m'étais essuyé les mains et j'étais venu. Elle me tendait le téléphone. Un forum d'investisseurs, un de ces fils de discussion qui ressemble à une plainte collective. Des gens qui avaient mis de l'argent dans un programme immobilier neuf en Île-de-France, une résidence à Massy. Et qui racontaient comment la société de promotion avait sous-estimé les coûts. Retardé les livraisons, et s'était retrouvé en liquidation judiciaire. Des dizaines de messages. Des gens qui avaient perdu entre 20 000 € et 80 000 €. Et à la page 4 du fil, un pseudo, LC31 Paris, qui avait posté en mars de l'année précédente. Même situation. Investissement de 65 000 €, contrat signé en décembre. Livraison supposée en mars 2024. Aucune réponse de la direction depuis 2 mois. Si quelqu'un a des contacts avec un avocat spécialisé, je suis preneur. LC31 Paris. Clément Leroux, 31 ans, Paris. C'était peut-être une coïncidence. J'avais dit ça à voix haute. Sophie m'avait regardé. Attends. Elle avait remonté le fil jusqu'au début. Le premier message de LC31 Paris datait de décembre, 1 an et demi plus tôt.
et le forum lui-même, les premières plaintes, les premières alertes sur cette société de promotion, remontaient à 6 mois avant ça. Juin. Juin de l'année d'avant. Sophie avait posé son téléphone sur la table basse. Il a signé en décembre. Mais les problèmes de la société étaient visibles depuis juin. Ça ne veut pas forcément dire qu'il le savait. Elle ne m'a pas répondu directement. Elle a juste dit, quand ton père a-t-il modifié son testament? J'avais rappelé ce qu'Olivier m'avait dit. L'année dernière. Courant printemps, il m'a semblé. Et quand Clément aurait-il raconté à ton père que tu ne voulais plus de la maison? Je n'avais pas de réponse précise. Mais j'avais eu un appel de ma mère en mars de l'année précédente, un appel banal, de ce qu'elle passait tous les 15 jours. Et elle avait glissé une phrase que j'avais trouvée bizarre sur le moment. Clément nous a dit que tu avais l'air content à Lyon, que tu avais ta vie là-bas. J'avais dit que oui, j'étais bien à Lyon, sans comprendre pourquoi elle me disait ça. J'avais oublié cet appel jusqu'à maintenant. Mars. Le testament modifié courant printemps. Et Clément qui avait des engagements financiers catastrophiques depuis au moins juin, peut-être avant. J'avais regardé Sophie. Elle avait les yeux sur la table basse, les bras croisés. Il a planifié ça, j'avais dit. Elle n'avait pas répondu. Ce qui était une façon de répondre. On était resté silencieux un moment. Par la fenêtre, les lumières de l'immeuble d'en face, un appartement avec un téléviseur allumé. La circulation lointaine du boulevard. Le ronronnement du frigo dans la cuisine. Ce n'était plus seulement une question de maison. Ce n'était même plus vraiment une question d'argent. C'était la question de savoir depuis combien de temps mon frère m'avait regardé construire quelque chose avec mes mains pour ensuite calculer comment se l'approprier. Et la question, plus difficile encore, de savoir si mes parents avaient été des complices ou juste des victimes de leurs propres besoins de ne pas voir. Cette nuit-là, on n'avait pas dormi avant 2 heures du matin. On avait étalé sur la table de cuisine, qui servait de bureau ce soir-là comme toujours. Tout ce qu'on avait, les captures d'écran du forum avec les dates. Ce que je me rappelais de la conversation avec Olivier, la phrase de ma mère en mars, les appels manqués de mon père. Et puis j'étais allé chercher dans le placard du couloir le classeur bleu où je gardais toutes les factures liées aux travaux de la maison bretonne. 5 ans de factures. Matériaux, location de matériel. Quelques artisans pour les parties que je ne pouvais pas faire seul, l'électricité, la plomberie. Tout à mon nom. Mathieu Leroux, avec l'adresse de mon appartement lyonnais. Des milliers d'euros de travaux dont je n'avais jamais demandé un centime à mes parents, parce que ça me semblait aller de soi. C'était leur maison, j'aimais le travail du bois. Et je croyais que ça voulait dire quelque chose pour l'avenir. Sophie avait regardé les classeurs et elle avait dit, tu as tout gardé. Je suis charpentier. Je garde les factures. Elle avait souri, pas d'un grand sourire, juste un léger mouvement au coin des lèvres. C'est bien. On avait mis en ordre la chronologie sur une feuille A4. D'un côté, les faits sur Clément, la société d'investissement, les dates du forum, l'engagement financier en décembre. De l'autre, les faits sur le testament, la modification au printemps. La phrase rapportée par ma mère en mars, le silence de mon père. Les 2 colonnes se recouvraient parfaitement. À un moment, Sophie m'avait regardé et avait posé la question directement, tu veux quoi, au fond, de ce repas de Noël? Je n'avais pas répondu tout de suite. Ce que je voulais, au fond, vraiment, ce n'était pas seulement que mon père modifie son testament. Ce que je voulais, c'est que cette chose existe dans la pièce. Que ce que Clément avait fait soit dit à voix haute, devant les gens qu'il avait laissé faire. Que ma mère ne puisse plus faire semblant de ne pas savoir. Que mon père ne puisse plus dire ton frère ne ferait pas ça sans avoir jamais posé la question. J'avais dit ça à Sophie, plus ou moins dans ces mots. Elle avait hoché la tête. Alors c'est ça l'objectif. Pas une victoire. La vérité dans la pièce. J'avais appelé Olivier le lendemain. Il avait hésité, un repas de famille, ce n'était pas son terrain, il n'aimait pas les conflits. Je lui avais dit que je ne lui demandais pas d'intervenir, juste d'être là. Qu'il n'avait rien à faire sinon être présent.
qu'il était la seule personne extérieure à la famille nucléaire qui savait quelque chose. Et que sa présence seule suffirait à rendre la chose réelle plutôt qu'une querelle entre frères. Il avait accepté. À contre-cœur, mais il avait accepté. Noël arrivait dans 3 semaines. J'avais continué ma vie normale en attendant, le tramway T1 le matin, l'atelier, les clients, les devis. Le café à la ficelle le jeudi avec le patron qui me connaissait par mon prénom et qui ne me demandait jamais pourquoi j'avais l'air préoccupé parce que ce n'était pas son genre. La pizza du vendredi avec Sophie. Le film du samedi. La routine ordinaire du couple qui tient parce qu'on a appris à tenir ensemble. Mon père avait finalement rappelé, 10 jours après mon message. Bref, légèrement tendu. Avec ce ton qu'il prenait quand il voulait clore un sujet avant même qu'il soit ouvert. J'ai eu ton message. On pourra en parler à Noël si tu veux. J'avais dit que c'était bien. On avait parlé de la météo bretonne. Il avait raccroché. Je n'avais pas cherché à le relancer. Ce n'était plus la peine. Tout ce que j'avais à dire, je le dirais à Noël. Dans la maison. Devant tout le monde. Le 24 décembre au matin, on avait chargé la voiture, des cadeaux, un sac pour 2 nuits. La bouteille de Bordeaux que j'apportais chaque année parce que mon père l'aimait. Sophie avait son sac à elle avec ce livre qu'elle traînait depuis un mois sans trouver le temps de le lire. On avait pris la 89 à 8 heures passées, direction Clermont-Ferrand puis la 75 vers le nord. On n'avait pas beaucoup parlé dans les premières heures. La Limagne défilait, grise et plane sous le ciel de décembre. Sophie avait posé sa main sur le levier de vitesse, juste posé, sans serrer, juste là. À un moment, j'avais dit, tu te souviens comment était la maison quand j'ai commencé les travaux? Elle n'y était allée qu'une fois avant, au tout début. Vaguement. Des murs humides? Des murs humides, des fenêtres en bois pourri qui ne tenaient plus que par habitude. Une charpente qui avait bougé sur un côté à cause d'une infiltration au niveau du faîtage. Le carrelage de la cuisine des années 80 avec des motifs en frise. Mon père avait mis des bûches de chauffage dans le couloir parce que le plancher du couloir était trop abîmé pour qu'on marche dessus sans risquer de passer à travers. Sophie avait regardé par la vitre. 5 ans, j'avais dit. Pas tous les week-ends. Mais presque. Et maintenant c'est une belle maison. C'est vraiment une belle maison. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était juste un fait que je voulais avoir dit à voix haute une dernière fois avant d'arriver. On s'était arrêté à une station-service près de Laval pour prendre un café et s'étirer. Le parking était vide sauf pour un camion-citerne. Sophie avait bu son café en regardant la nationale. Elle avait dit, sans me regarder. Tu n'as pas besoin que ça se passe bien. Tu as juste besoin de le dire. Je savais ce qu'elle voulait dire. On était arrivé à 15h30. La lumière hivernale était déjà basse sur la campagne bretonne. Ce gris laiteux particulier qui fait que les murs en granit semblent luire de l'intérieur. La maison était là au bout du chemin creux, fenêtres éclairées, une voiture de location garée devant. Clément et Nadia avaient pris le TGV Paris-Rennes et loué une voiture à la gare. Ma mère avait ouvert la porte avant qu'on ait eu le temps de sonner. Elle nous avait embrassés, elle avait pris le Bordeaux et les cadeaux, elle avait dit que le repas serait prêt à 19h. Son regard avait croisé le mien une seconde de trop, pas un regard d'alerte, plutôt un regard d'épuisement anticipé. Le regard de quelqu'un qui sait ce qui arrive et qui a passé les dernières semaines à espérer que ça n'arrive pas. Clément était dans le salon avec Nadia et mon père. Il s'était levé pour m'embrasser, grande claque dans le dos, et Mathieu. Content de te voir, avec ce sourire ouvert qu'il avait toujours su produire exactement au bon moment. Mon père s'était levé aussi. Poignée de main, comme toujours, la paume large et sèche de mon père. Bon voyage? Bon voyage. Olivier était arrivé à 17h, comme prévu. Il venait de Vannes, 1 heure de route. Ma mère lui avait fait la bise avec un sourire légèrement crispé qui disait qu'elle n'était pas tout à fait sûre de comprendre pourquoi il était là. On l'invitait parfois à Noël, pas tous les ans. Clément lui avait serré la main chaleureusement, Olivier. Ça fait longtemps. Olivier avait dit que oui, ça faisait longtemps. Et il était allé s'installer dans un fauteuil avec un verre de cidre. L'apéritif s'était passé normalement.
Clément avait parlé de son voyage à Lisbonne reporté pour des raisons professionnelles. Une grosse affaire en cours, on ne pouvait pas se permettre d'être absent pendant les fêtes, et Nadia avait confirmé en souriant. Mon père avait demandé à Sophie des nouvelles de l'hôpital. Ma mère apportait des gougères et des verrines que personne ne touchait vraiment. Olivier écoutait plus qu'il ne parlait. Je regardais Clément parler. Cette façon qu'il avait de remplir l'espace avec des mots sans jamais vraiment dire quoi que ce soit. Cette façon de poser ses yeux sur chaque personne autour de lui juste assez longtemps pour que chacun se sente inclus. Il était très bon. Il l'avait toujours été. Le repas avait été long. Huîtres, dinde, les inévitables haricots verts. Mon père avait ouvert le Bordeaux que j'avais apporté. Clément avait porté un toast, à la famille, à la santé, à cette maison qui nous réunit. Il l'avait dit avec une sincérité parfaite, les yeux qui balayaient la table, le verre levé. La maison qui nous réunit. J'avais bu une gorgée sans rien dire. Sophie avait posé sa main sur ma cuisse sous la table. Juste un instant. Le phare breton d'Isabelle était resté sur le plan de travail pendant tout le repas. Personne n'y avait pensé. Il y resterait toute la soirée. Après le repas, ma mère avait débarrassé les assiettes et mon père avait fait le café avec la vieille cafetière italienne qui le refusait de changer depuis 20 ans. On s'était réinstallé autour de la table avec les tasses, les chocolats de Noël dans une coupelle. Nadia avait dit que la cuisine était vraiment belle. Clément avait dit que oui, Mathieu avait fait du bon boulot. J'avais attendu que tout le monde soit assis. Que les tasses soient devant tout le monde. Que la conversation marque une petite pause naturelle. Ce moment entre deux sujets où personne n'a encore décidé de quoi on allait parler. Alors j'avais posé mes mains à plat sur la table et j'avais dit, il faut qu'on parle de quelque chose. La façon dont ma mère avait légèrement baissé la tête. La façon dont mon père avait regardé vers moi. La façon dont Clément avait pris une expression de légère surprise, sourcils levés, tête inclinée. Le visage de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il va être question. J'ai appris au mois de novembre que le testament a été modifié l'année dernière. La maison va à Clément. Entièrement. J'avais regardé mon père. Je ne voulais pas la prendre par quelqu'un d'autre. J'aurais aimé que tu m'en parles. Mon père n'avait pas répondu tout de suite. Il avait regardé sa tasse. Clément avait ouvert la bouche, Mathieu, c'est. Laisse-moi finir. Pas fort. Juste net. La raison que tu as donnée à papa. C'est que je lui aurais confié que je ne voulais plus de la maison. Que j'avais ma vie à Lyon, que c'était une obligation, pas un choix. J'avais laissé un silence. Je n'ai jamais dit ça. On n'a jamais eu cette conversation. Ce n'est pas exactement. Clément avait commencé à sourire, ce sourire de quelqu'un qui va recadrer la chose, expliquer que tout le monde a mal compris. C'est exactement ça. J'ai les mots que tu aurais utilisés, rapportés par maman au printemps dernier. J'avais regardé ma mère. Elle regardait la table. Et j'ai autre chose. Je n'avais pas sorti de dossier. Je n'avais pas imprimé de documents. J'avais juste dit ce que je savais, dans l'ordre, clairement. Tu as mis de l'argent dans une société de promotion immobilière en Île-de-France. Un investissement d'environ 65 000 €. Signé en décembre. La société est en liquidation. Tu as perdu ta mise ou la plus grande partie. Je regardais Clément. Cette société avait des signaux d'alerte depuis juin de l'année d'avant. Et c'est entre juin et mars. Entre le moment où les problèmes commençaient à être visibles et le moment où le testament a été modifié. Que tu as raconté à papa que je ne voulais plus de la maison. Le silence à table était différent maintenant. Nadia regardait Clément. Mon père regardait Clément. Isabelle n'avait pas bougé. La maison bretonne est estimée à 280 000 € après rénovation. Je l'ai rénovée. Toi. Tu as mis les pieds ici 6 fois en 5 ans, pour les repas de famille. Je m'étais arrêté. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne, Clément. Je dis que tu avais besoin d'argent, que tu as cherché une sortie. Et que tu as fabriqué un mensonge pour l'obtenir. Et que tu l'as dit à papa sans jamais me donner la possibilité de me défendre. Clément ne souriait plus. Il avait les bras croisés.
C'est. Tu as des preuves de quoi exactement? J'ai les dates. J'ai le forum. J'ai le classeur de factures avec mon nom dessus pour 5 ans de travaux. Et j'ai Olivier. J'avais regardé mon cousin. Olivier avait simplement acquiescé, pas de discours, juste un hochement de tête qui signifiait « Oui, je confirme ce que je sais ». J'avais des difficultés financières, c'est vrai. La voix de Clément avait changé. Plus grave, moins assurée. Mais je voulais protéger la maison. Je ne voulais pas qu'elle parte à n'importe qui. Protéger la maison de quoi? J'avais posé la question calmement. De moi. Il n'avait pas répondu. C'est ma mère qui avait craqué. Pas en pleurant, Isabelle ne pleurait pas, ce n'était pas son genre. Elle avait posé sa tasse et dit, d'une voix blanche. Je savais que Clément avait des problèmes d'argent. Je lui avais envoyé de l'argent au printemps. Ton père n'était pas au courant. Elle avait regardé René. Je croyais que ça allait arranger les choses. Mon père avait relevé la tête. Il avait regardé ma mère. Puis Clément. Avec une expression que je ne lui avais pas vue souvent. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus dur et de plus élémentaire. La tête de quelqu'un qui réalise que plusieurs personnes lui ont menti en même temps. C'est vrai? Sa voix était basse. Il regardait Clément. C'est vrai ce que dit ton frère? Le silence de Clément a duré 3 secondes. 4. Il a regardé la table. Il n'a pas dit non. Mon père a regardé ses propres mains, posées à plat sur la nappe blanche. Longtemps. Comme s'il lisait quelque chose dedans. Clément et Nadia sont partis 20 minutes plus tard. Nadia avait pris les manteaux dans l'entrée, Clément avait dit on ne finit pas la soirée là, et ils étaient sortis. J'avais entendu la voiture de location démarrer dans l'allée. Ma mère avait commencé à débarrasser les tasses. Un geste automatique, une façon d'être dans la pièce sans y être. Sophie l'avait aidé en silence, pas pour me faire plaisir, je pense. Mais parce que c'était dans sa nature de savoir quoi faire de ses mains dans les moments difficiles. Mon père était resté à table, les mains toujours posées devant lui. Je n'avais rien dit. Il n'y avait rien à dire qui ne l'aurait pas été déjà. Je suis sorti dans le jardin. L'herbe était gelée, craquante sous les semelles. La lumière du salon projetait un rectangle jaune sur la pelouse. Le ciel était dégagé pour une fois, un ciel breton d'hiver. Avec des étoiles qu'on ne voit jamais à Lyon à cause des lumières de la ville. J'avais levé la tête vers la toiture. Les ardoises que j'avais posées l'été dernier, régulières, grises. Fermement chevillées sur les liteaux que j'avais remplacés en même temps. Une belle toiture. Elle tiendrait 50 ans si elle était entretenue. J'avais entendu des pas derrière moi. Olivier. Il avait mis sa veste à la hâte, les mains dans les poches. Il s'était mis à côté de moi, avait levé les yeux vers la toiture lui aussi. Il n'avait rien dit. Il avait juste posé la main sur mon épaule une seconde, puis l'avait retirée. On était resté dehors un moment sans parler, dans le froid, sous les étoiles. 2 jours après Noël, mon père avait appelé. Le 26 décembre, un peu avant midi. J'étais à Lyon, dans l'appartement, Sophie dormait encore après son service de la veille. J'avais décroché depuis le couloir pour ne pas la réveiller. Mathieu. Sa voix était celle qu'il avait quand il ne savait pas très bien comment commencer. Je vais rappeler le notaire. D'accord, papa. Un silence. J'entendais sa respiration. Je ne savais pas tout. Je veux que tu saches ça. Je sais. Un autre silence. Et puis il avait dit quelque chose, une phrase courte. Qui n'était pas des excuses et qui ne prétendait pas l'être. Mais qui était quand même quelque chose, j'aurais dû te poser la question. Directement. À toi. Voilà. 6 mots, plus ou moins. Pas une grande déclaration, pas une remise en cause de toute une vie. René n'était pas comme ça et il ne le serait jamais. Mais c'étaient les mots qu'il avait, et il les avait dit. J'avais dit, merci, papa. Et on avait raccroché. Sophie était dans l'encadrement de la porte de la chambre en pyjama, les cheveux défaits.
Elle m'avait regardé. Je lui avais dit ce que mon père avait dit. Elle n'avait pas commenté. Elle était allée faire du café. 2 jours plus tard, elle avait reçu un SMS d'Isabelle. Pas à moi, à elle. Sophie. Je voulais te dire merci pour le soir du 24. Vous avez eu raison tous les deux. Prenez soin de vous. Sophie me l'avait montré sans rien ajouter. Ce n'était pas grand-chose. C'était quand même quelque chose. Quelques mois ont passé. Février, mars, l'atelier qui reprend de l'activité avec les beaux jours qui approchent. Des clients qui rappellent, un chantier en aîné qui me plaît bien. Le tramway T1 le matin, le café à la ficelle. Le patron qui dit le même, avant même que je commande. La pizza du vendredi. Le film du samedi. Sophie et moi dans la cuisine étroite. Qui se croise sans se cogner parce qu'on a appris la chorégraphie. Un matin de mars, mon téléphone avait vibré sur le plan de travail. Une photo par MMS, l'expéditeur, papa. Pas de message. Juste une photo. L'entrée de la maison bretonne sous la neige. La porte en bois peinte en bleu marine que j'avais choisie il y a 3 ans. Le granit des murs qui prenait la lumière froide d'une matinée d'hiver, la pelouse blanche. La photo était floue sur les bords. Mon père n'avait jamais maîtrisé le cadrage sur un smartphone. Mais la maison était là, belle et réelle, sous la neige. Je l'avais regardée longtemps. La texture des pierres. La porte que j'avais vernie 2 fois parce que la première couche avait cloché. Le rebord de fenêtre que j'avais recoupé à la scie circulaire parce que les mesures étaient légèrement fausses. Sophie passait derrière moi pour aller chercher une tasse. Je lui avais tendu le téléphone. Elle avait regardé la photo une seconde. Elle avait dit, c'est bien. J'avais dit, oui. Elle avait rendu le téléphone et était allée verser son café. On n'en avait plus parlé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.